Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Mélanie. Tu le sais bien, le temps passe, c'est le titre du deuxième tome de vos mémoires politiques et c'est aussi une phrase souvent prononcée par votre mari Albin Chalandon, homme politique, résistant, à qui vous rendez également hommage dans ce livre. Vous êtes une des grandes voix d'Europe 1, Catherine. Vous nous plongez au cœur de 30 années de politique française. Vous avez couvert 9 campagnes présidentielles. Est-ce que vous avez suivi le premier meeting du désormais candidat officiel Éric Zemmour hier à Villepinte? Oui, bien sûr. Alors, je l'ai suivi. Alors qu'on l'enterrait la semaine dernière, il était fini. Bon, là, j'ai découvert qu'il était un tribun et qu'il avait du talent oratoire et qu'il savait ce qui est assez rare chez un homme politique, c'est de savoir prendre sa salle. Vous voyez, il savait aller la chercher. Il a ce talent-là qu'on ne lui connaissait pas. Et alors, tout le monde me dit, vous savez, il est formidable, il a appris à se servir d'un prompteur, il a juste essayé pendant 24 heures, donc voilà, pour me signaler qu'il était peut-être de la graine des politiques. Moi, je dirais que c'est un lancement réussi. Il y avait du monde. Alors, s'il n'y avait eu personne, on aurait dit... Mais vous savez, il ne faut pas se leurrer avec les images. Vous me rappelez que j'ai suivi beaucoup de campagnes. Mais moi, je me rappelle qu'en 81, quand Jacques Chirac s'était présenté, qu'il y avait Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, ils faisaient des meetings, je me souviens, où il y avait un monde fou. Et je me souviens, il avait rempli le Parc des Princes. Et je me disais, bien sûr, il va être élu. Mais pas du tout. Ce n'est pas un signe non plus, quand il y a beaucoup de monde, ce n'est pas un signe de succès. Vous parlez de succès. Bon, il y a quand même eu des violences extrême également pendant ce meeting. Est-ce que vous avez déjà vu ça, autant de violence? Je ne me souviens pas d'avoir vu autant de violence, mais on est aujourd'hui dans une société violence, où il y a plus de provocations parce que les réseaux sociaux, les groupuscules de gauche, de droite, enfin je veux dire, maintenant il n'y a plus de manifestations sans qu'il y ait des casseurs. Enfin, donc c'est une campagne qui va être adaptée au temps d'aujourd'hui. Elle va être forcément beaucoup plus violente. Et qui va être plus violente. Alors votre livre s'ouvre sur l'investiture de Jacques Chirac, on est en 95, mais ce n'est pas de lui dont il est question. Une fois n'est pas coutume, le livre ouvre sur une femme, sur sa femme. Ben oui, c'est la scène qui m'avait frappée. C'était Bernadette qui était arrivée sur le tapis rouge et évidemment toutes les télévisions du monde entier avaient leur caméra fixée sur elle et alors elle avançait et je trouvais qu'elle avait sa silhouette s'était un peu alourdie puis tout d'un coup, clac, elle s'était tordu le pied. Et donc c'était tout le monde dans les rédactions, je me souviens, à Europe on avait un peu ri, c'est un accident mineur mais qui allait avoir des conséquences fâcheuses pour elle parce que sa fille avait décidé que maman a beaucoup forci et qu'elle trouvait que son image ne rajeunissait pas celle du président. Ça ne collait pas avec l'image que le président souhaitait. Voilà, surtout le Figaro Magazine avait dit, avec l'élection de Chirac, que la France prend un coup de jeune. Alors, vous voyez, ça faisait publicité mensongère, donc elle a écarté son père et elle a pris toute l'emprise que l'on sait sur lui et ensuite pendant tout... On voit la une là d'ailleurs de ce fameux magazine du Figaro. Et d'ailleurs Bernadette Chirac, vous l'expliquez très bien, va être marginalisée malgré ce flair politique. Elle a été marginalisée mais elle n'a cessé de travailler pour son mari et notamment, je raconte dans les détails, pendant la cohabitation de 5 ans et que c'était vraiment elle qui attirait avec les pièces jaunes notamment et puis en allant sur le terrain. C'était la seule qui était demandée pour les municipales, tous les candidats de droite voulaient la voir et là où elle a été, beaucoup ont été élus. Vous voyez, donc s'appeler Bernadette, ça peut faire des miracles aussi. Donc, en plus, elle avait écrit ce livre extraordinaire avec notre confrère Carolis, où elle raconte des perles, les soirées avec Chirac, entre western et regardez les diapositives de raku qui sont des bols chinois, des bols japonais fabriqués depuis 1580. Vous voyez, des soirées tous les soirs avec un mari qui vous inflige ce genre de distraction. On comprend qu'elle aimait beaucoup sortir en ville. Alors, la particularité, justement, de votre écriture, Catherine Ney, c'est que vous mêlez la politique et puis l'intime, alors des scènes de la vie quotidienne, mais aussi l'intime, dans parfois l'intimité des couples, c'est très romanesque. Et on vous suit, par exemple, dans les coulisses de la rupture entre Joséphine et Napoléon. Qui sont Joséphine et Napoléon sous votre plume? Évidemment, c'est Cécilia qui a quitté Nicolas Sarkozy avec fracas. Et je veux dire, c'est un fait politique, parce que c'était la première fois dans l'histoire qu'un candidat qui allait être élu devait en même temps mener une autre campagne, celle d'espérer garder sa femme, alors qu'elle n'avait qu'une idée, c'est de le quitter. Ça a influencé la campagne ?
Ben oui, parce qu'il était fatigué, il ne dormait pas. D'ailleurs, plusieurs de ses proches pensaient que peut-être il n'irait pas jusqu'au bout. Enfin, et donc il a pris sur lui. Et puis toutes les erreurs du début du quinquennat, comme le bateau Bolloré, alors qu'elle ne voulait pas aller en Corse, où des chambres avaient été retenues, les vacances à Wolfboro, enfin tout un tas de choses qui ont fait que le Fouquet, bien sûr, a fait qu'il a ouvert son quinquennat sur l'image de Bling Bling qui lui est restée. Tout ça à cause de Cécilia Sarkozy ? Tout ça à cause de Cécilia Sarkozy. Si le couple avait été uni, je veux dire, il aurait été se recueillir dans un monastère 2 jours comme il en avait le projet. Il aurait été en Corse, on n'aurait trouvé rien à redire, et il aurait été en vacances l'été dans le Midi, ça c'est sûr. Il y en a un que vous ne ménagez pas, c'est François Hollande. Et je ne ménage personne. Et il ferait un bon journaliste, mais il ne suffit pas de se prénommer François pour être un Mitterrand. Oui, parce que moi, quand il a été, quand même, sa candidature, ça a surpris tout le monde. Enfin, c'est l'échec, enfin, c'est les aventures de DSK qui ont fait que, voilà, il s'est trouvé comme premier secrétaire à être celui qui allait être désigné par le PS. Et c'est vrai qu'on ne le connaissait pas comme quelqu'un qui était un apporteur d'idées, mais comme un commentateur. D'ailleurs, les journalistes l'appelaient pour avoir la bonne formule, parce qu'il a ce talent-là. Hein. Oui, vous dites qu'il a plein d'humour, il est éblouissant, vous le reconnaissez ça, mais vous êtes décontenancé par sa stature. Et moi, ce qui m'avait surtout frappé, c'est qu'au moment où il faisait acte de candidature et qu'il commençait à aller il imitait Mitterrand. Et alors il se couchait, mais comme lui, les mêmes gestes, il levait le bras, il faisait... Et je me suis dit, mais quel manque de personnalité, on voyait qu'il se cherchait, il imitait Mitterrand. Alors c'est pour ça que j'ai dit, il ne suffit pas pour être un Mitterrand. Puis peu à peu, il a quand même réussi à être élu. Il a réussi à être élu, mais alors que c'était la période où vraiment l'anti-sarkozysme était absolument une évidence politique et dans le pays et dans la presse. Au début, on lui promettait une élection à 65%, et puis il a fait 51% ric-rac. Hein, et puis moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à peine élu, il y avait un sondage qui montrait que les Français ne croyaient pas en lui pour tous ceux qu'il voulait, c'est-à-dire réduire le chômage, relancer la France, c'est-à-dire qu'il ne lui faisait pas confiance. C'est-à-dire que déjà, à peine élu, d'ailleurs il dit, moi j'ai pas eu comme un état de grâce, j'ai eu un état de glace. Et puis il est quand même, je veux dire, c'est pas être polémique que de dire qu'il ne s'est pas représenté, ce qui est, voilà. Qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle de politique ? Qu'est-ce qui a que vous changé ? diriez, oui. Est-ce que vous avez vu des grandes évolutions dans la manière, finalement, de faire de la politique aujourd'hui ? Je pense que la France est très mal digérée depuis 40 ans. Ça, si vous voulez, Diriger ou digérer ? Les deux. Dirigée depuis 40 ans, et que quand la droite est élue, elle n'est pas à droite, et la gauche finit par ne pas plus être à gauche. Voyez, donc chacun doit balayer devant sa porte. Mais ce qui a changé aujourd'hui, avec l'avènement d'Emmanuel Macron, qui avait commencé déjà sous François Hollande. Qui est absent de votre livre. On a les présidents jusqu'à 2017, mais ça s'arrête ensuite. Oui, parce que je n'ai pas de souvenir avec lui, et donc des livres du président Macron, beaucoup de journalistes l'ont fait. Moi, j'aurais fait un livre de journalisme, mais derrière la vitre, voyez. Je n'ai pas suivi. Donc moins intéressant. Je ne sais pas, il n'y a pas de patte humaine, et c'est un personnage intéressant, mais que moi je capte mal, faute de l'avoir assez fréquenté peut-être. Mais voilà, donc je me suis arrêtée. Prochain livre peut-être ? Écoutez, on verra. À lire évidemment ce livre où vous vous livrez également, en rendant hommage à votre mari, Albin Chalandon, je l'ai dit. Tu le sais bien, le temps passe. Voilà, c'est aux éditions Bouquin. Merci Catherine. Merci Mélanie, merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.